Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 8 novembre. En actu aujourd'hui et au sommaire, rencontre avec Nyon Autrement, un collectif citoyen composé d'anciennes personnalités politiques. À 7, ils dénoncent une mauvaise gouvernance de la commune de Nyon et font appel à la Cour des comptes du canton de Vaud. Ensuite, on donne la parole aux Volley Club de la Côte, dont l'équipe féminine F2 a démarré sa nouvelle saison pour la première fois en deuxième ligue. On terminera sur scène avec le TAP, la troupe Le Théâtre Amateur de Prangin, qui présente aux Morettes son nouveau spectacle et ça s'appelle Loin du bal et c'est à voir du 11 au 26 novembre aux Morettes. Et tout ça pour célébrer leurs 60 ans. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis bien, regarde, je prends un bain de soleil au port de Rolle, j'ai mis mon gilet de sauvetage, je suis prêt à embarquer sur ce bateau. Alors, il n'a pas l'air, mais il est très spécial, il y a marqué 100% électrique. Effectivement, c'est une première en Suisse romande. Il y a une entreprise glandoise, concessionnaire de bateaux électriques qui s'appelle eBoat et qui du coup va proposer ce petit bébé au salon nautique ce week-end. On va voir qu'est-ce que c'est un bateau électrique, comment ça marche, et puis pourquoi cette entreprise nous encourage les marins à passer à l'électrique. Et pour cette première partie d'émission, 3 invités sont avec nous autour de la table. Claude Ruet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller d'État, également ancien conseiller communal nyonnais. À vos côtés, Philippe Glasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller communal nyonnais. Et Florian Cavalieri, rédacteur en chef pour Nyon Région Télévision. Alors ce matin, vous étiez à la conférence de presse organisée à l'Hôtel des Alpes pour rencontrer le collectif intitulé Nyon Autrement. Qui compose ce collectif, Florian? Oui, André, alors qu'on pensait que la crise politique avait connu ses derniers rebondissements avec la démission d'Élise Bockel, un petit groupe de 7 personnalités, toutes d'anciennes figures politiques locales, sort aujourd'hui du bois. Dans ce moment de légère accalmie, pour critiquer la gestion de l'exécutif nyonnais, Claude Ruet, expliquez-nous ce qui réunit ces 7 personnes. Alors d'abord, on ne sortait pas de la crise, parce que la crise, elle est antérieure à la présence de Mme Bockel à la municipalité. Il y a une crise de gestion des ressources humaines et par conséquent de gestion des finances et d'efficience de l'administration qui date depuis pas mal de temps. Et comme nous sommes tous des vieux Nyonnais, sur les 7 personnes que nous sommes, il y en a 5 qui sont nés à Nyon. Nous sommes très attachés à la ville et nous disions nous avons mal à la ville de voir toutes ces crises qui continuent en permanence. Alors, comment en sortir? Comment en sortir puisque les autorités n'ont pas réussi à le faire jusqu'à maintenant et c'est pour ça que nous proposons d'autres mesures. Oui, vous dites que vous avez mal à votre ville. Qu'est-ce qui vous fait particulièrement mal? Écoutez, quand on sait qu'il y a 35 cadres et chefs de service qui ont quitté au cours des 12 dernières années, quand on sait qu'il y a eu 7 secrétaires municipaux et adjoints de secrétaires municipaux au cours des 12 dernières années, 4 chefs de service des ressources humaines et qu'on apprend ces jours encore, tous ceux qui restent aux ressources humaines viennent de démissionner, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Et puis quand on sait aussi qu'il y a des personnes qui sont en burn-out, en dépression, en détresse psychologique, il y en a beaucoup, et qui l'ont été. Je connais quelqu'un qui est parti sur un départ négocié, comme on dit, depuis 4 ans et qui est toujours aux antidépresseurs. Donc il y a une détresse humaine, il y a une mauvaise gestion des ressources humaines et quand il y a une mauvaise gestion des ressources humaines qui nécessite des expertises et tout ce qu'on veut, ça coûte aussi très cher et c'est du gaspillage. Philippe Glasson, aujourd'hui, ces reproches, vous les adressez à qui? Alors, ces reproches, la question, ce n'est pas de les adresser à quelqu'un, c'est d'abord de faire le constat qu'on est dans une crise et qui s'accompagne d'un immobilisme politique et d'un immobilisme dans l'action qui fait que la ville est en train de perdre, disons, l'aura qu'elle possédait avant. Donc, il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un, il s'agit d'être pour un développement et pour des projets qui, aujourd'hui, font cruellement défaut. Oui, mais tout de même, quand on parle de mauvaise gestion de la ville, là, vous visez directement l'exécutif de la ville. Vous dites même que la municipalité nyonnaise a une mauvaise gestion de cette ville et qu'il n'y a plus de gouvernance sérieuse. Oui, alors effectivement, je pense que la municipalité, en l'état actuel, elle est beaucoup plus occupée à régler les problèmes conflictuels, qu'ils soient avec les autres municipaux ou qu'ils soient avec les employés de la ville, plutôt qu'arriver à développer des projets, les faire exécuter. On peut faire une liste importante de ces projets qui sont en attente, mais je ne sais pas, du centre sportif en passant par Pertan et en
continuant avec le Martinez, on a une liste impressionnante. Et quand on compare avec le développement, comme on le disait ce matin, d'une autre ville, par exemple comme Morges, si on fait une photographie du développement des deux villes, on s'aperçoit qu'il y en a une qui avance et puis l'autre où ce n'est pas le cas. Mais vous venez de dire juste au début de votre intervention qu'au sein de l'exécutif, en fait, il y a des fissures. Tout le monde n'est pas aligné de la même façon. Alors, nous, on n'est pas dans l'exécutif. Nous, on regarde ce qui sort de cet exécutif. Et ce qui sort de cet exécutif est pour l'instant extrêmement négatif et ne fait pas progresser la ville. C'est ce qu'on demande. Et en plus de ça, ça coûte cher à la communauté. Ça veut dire qu'on est dans des conflits qui ont un coût. Ils ont un coût financier réel et puis ils ont un coût sur ce qui ne se fait pas parce que les gens sont occupés à d'autres tâches. Alors j'entends, vous dénoncez plusieurs choses, on va certainement y revenir ici au cours de l'interview, mais tout de même, pour reprendre vos propos ce matin, vous disiez, et si on reprend aussi vos mots, aujourd'hui il y a une photographie, à la tête de tout ça c'est quand même un syndic, c'est Daniel Rossella. Est-ce que c'est lui que vous visez, Claude Ruet, très franchement? Mais non, justement, comme je l'expliquais, moi je suis ami d'enfance avec Daniel Rossella, on a fait beaucoup de choses ensemble, etc. Le problème, c'est pas de viser quelqu'un. D'abord, c'est un exécutif de 7 personnes en principe, donc c'est un collège, donc le syndic ne peut pas tout faire tout seul. Cela dit, effectivement, il y a une mauvaise gestion des conflits, il y a une mauvaise capacité de s'adapter à des gens qui ont des avis différents dans l'administration, par exemple. Moi, je l'ai vécu comme exécutif. Heureusement qu'on a des collaborateurs qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Ce n'est pas une raison pour les éliminer. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que la municipalité, quand il y a quelqu'un qui gêne, on s'arrange pour le faire partir. Alors on met des audits, on met des expertises, on finit par trouver une erreur, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait une erreur. Tout ça coûte très cher. Ça coûte très cher financièrement et ça coûte très cher humainement, surtout. Oui, mais on a quand même l'impression un peu que vous tournez autour du pot. Hein. Ça fait quand même des années que vous opposez à Daniel Rossella. On a vu vos passes d'armes sur les réseaux sociaux. Votre femme a été une ancienne municipale, membre du collège mené par Daniel Rossella. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne vois pas ce que ma femme vient faire là-dedans. Non, mais c'est on vous a même, des fois décrit comme étant le 8e municipal. Vous avez un poids c'est marrant, tout de même. Et on a tout de même un peu de mal à croire que ce n'est pas Daniel Rossella. Mais vous m'apprenez ça, 8e municipal, excusez-moi, mais moi, je n'ai jamais été à l'exécutif communal et j'ai été 16 ans conseiller communal avant de devenir 12 ans conseiller d'État, puis 12 ans conseiller national. Donc, je ne me suis jamais occupé. D'accord, donc vous êtes d'accord avec la ligne de Daniel Rossella. Mais non, ce n'est pas la ligne de Daniel Rossella. Vous n'écoutez pas ce que je viens de dire. Oui. C'est la ligne d'une municipalité. Alors, c'est vrai que le chef peut donner des impulsions, mais il n'est pas chef absolu à bord. Pour autant que les municipaux soient aussi à même de le contrer quand c'est nécessaire, etc., etc. Alors, voilà pourquoi nous ne visons pas ça. Nous disons la gouvernance est mauvaise. La gouvernance est incontestablement mauvaise, malheureusement. D'ailleurs, tout le monde le sait. Et par conséquent... Mais pourquoi attendez, la gouvernance est mauvaise? C'est intéressant parce que je vous ai expliqué. Parce qu'on gère mal. En principe, il y a un collège municipal. Vous sous-entendez donc que ce collège n'arrive pas à fonctionner. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Parce que précisément, comme on l'a expliqué, vous avez quand les cadres ne plaisent pas, on les élimine. On leur cherche la petite bête et on les élimine. Ça, c'est une méthode de travail qui est absolument inadmissible, parce qu'elle est inadmissible humainement, mais elle est aussi inadmissible au terme d'efficacité. Vous savez, moi, on m'a reproché d'avoir dans mes états-majors, pas seulement des libéraux ou des radicaux, mais des socialistes aussi. Parce que si vous avez la possibilité de travailler avec des gens qui ont des avis différents, ça vous permet de mieux éclairer les problèmes, de mieux trouver les solutions. Or, on a vraiment l'impression, alors peut-être que c'est un défaut de Daniel Rossella, ça je ne sais pas, que lorsqu'on déplaît, on nous élimine. Et lorsqu'on élimine ces gens, ils partent dans des mauvaises conditions pour eux, ils partent dans des mauvaises conditions pour les finances de la ville, et ils partent dans des mauvaises conditions pour la gestion de la ville. Quand vous avez la perte de mémoire d'un service parce qu'il n'y a plus le chef, et puis qu'on attend une année pour avoir un nouveau chef, c'est très difficile de reprendre les dossiers. Voilà pourquoi aussi les dossiers traînent. Mais ça veut dire quoi, Philippe Glaçon? Qu'il n'est pas possible d'avoir, on le sait, il y a une collégialité, mais qu'il n'y a pas d'avis divergents, tout le monde est d'accord avec Daniel Rossella, tout le monde pense la même chose? Je crois que le problème, il est beaucoup plus important que la question des hommes. La question des hommes, certes, c'est un élément, mais au-delà de ça, il y a la perte de substance de la ville et l'attractivité de la ville. Et nous, dans cette prise de position, et c'est pour ça aussi que j'ai quitté le conseil communal, on est un peu désespéré par le fait qu'on voit qu'on ne progresse pas et que les autorités en tant que telles sont incapables de donner l'impulsion qui permette d'avancer. Alors,
bon, ce serait assez facile de dire qu'on est contre machin ou contre machin, mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce que là, c'est eux qui sont en place, ils ont été élus, et puis on a l'impression que le job n'est pas fait. C'est une culture d'entreprise, hein, parce que vous dites on, ça englobe quoi? L'actuelle municipalité, les précédentes municipalités. Est-ce que vous arrivez à dater un peu le début de cette dérive? Est-ce que pour vous, il y a un moment clé qui fait que cette administration ne fonctionne plus aujourd'hui, en 2022? Moi, je pense que ça dysfonctionne depuis plus de 10 ans. Hein. Je veux dire, ça, je crois. La problématique de municipalité, c'est que vous nommez des gens que vous n'avez pas choisis. Vous vous trouvez avec des gens, il y a des gens qui ont des opinions différentes, et vous devez diriger une équipe, et cette équipe, elle est disparate. Et la qualité, c'est comme, j'en parlais avec un ami hier, c'est comme l'enseignant qui prend une classe et puis il y a 2-3 élèves qui détestent, qui sont manifestement des élèves qui vont disjoncter, dysfonctionner. Vous devez quand même aller au bout de l'année avec ces élèves-là. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'on a une municipalité qui n'arrive pas à aller au bout de son mandat en faisant fonctionner le système. Et ça, c'est là où... Alors, on peut se poser la question si ça vient du leader ou si ça vient... Mais vous êtes dans un conseil d'administration, par exemple, où si les gens ne fonctionnent pas, vous pouvez les virer, mais dans une municipalité, vous êtes avec les gens, ils ont été élus, et vous devez aller au bout du mandat. Et vous devez vous arranger pour que ça fonctionne. C'est bien la question qu'on vous pose, Philippe Glasson. Il vient d'où ce problème? Il vient du leader, il vient d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs reproché, ce matin, vous avez eu des mots assez durs envers le Conseil législatif. Vous lui avez reproché une certaine mollesse. Oui. Il vient d'où ce problème, alors? Mais dans une certaine mesure, vous savez, quand je suis entré au Grand Conseil, j'avais 24 ans. J'avais vu le rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne qui m'avait dit, vous savez, ce qui manque le plus, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, ça ne veut pas dire critique pour démolir, ça veut dire capable d'analyser les problèmes et de ne pas avaler tout ce qu'on vous propose. Le conseil communal actuel, on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment son devoir d'analyse critique. Hein. On a fait une espèce de thérapie de groupe en janvier où on n'avait même pas d'interpellation de motion et autres, donc on était même hors règlement, mais bon, je ne vais pas entrer sur les questions juridiques, mais il ne fait pas grand-chose. Est-ce que le conseil communal pose des questions pour savoir pourquoi le chef des ressources humaines est parti, et à quelles conditions il est parti, et combien ça coûte à la commune, puis pourquoi on l'a fait partir, puis pourquoi maintenant les cadres qui s'en vont aussi des ressources. Mais à votre côté, il y a Philippe Glasson. Oui, Philippe Glasson, vous y étiez à ce conseil communal. Pourquoi vous n'avez pas pu faire ces choses-là? Pourquoi est-ce que vous avez démissionné? Alors, on a démissionné devant l'incapacité de mobiliser les gens dans ce contexte-là. Alors, mais vous auriez pu justement prendre le lead, poser les questions. Je l'écris aussi souvent. Vous avez dit être écœuré à l'époque. Hein. Oui, c'était bien le terme quand je suis venu ici. Oui, parce que je suis écœuré de cette absence de mobilisation du Conseil. Vous n'arrivez pas à mobiliser les autres conseillers, par exemple, de votre groupe? C'est comme un challenge difficile, tout seul, d'arriver à mobiliser un Conseil. Mais pourquoi? Pourquoi le Conseil ne pose pas les bonnes questions, selon vous? Alors, parce que je pense que les partis sont un peu anesthésiés par le temps qui passe. Et puis un exemple, quand même. On a des gens qui souffrent dans le personnel. Qui est-ce qui devrait être en premier à se poser des questions? C'est les partis de gauche. Moi, comme libéral humaniste, je m'occupe aussi des personnes. Mais c'est naturel que les partis de gauche, je peux vous dire que le syndicat SSP, il est surpris de voir la mollesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont une plateforme de gauche et que l'esprit partisan l'emporte sur ce qui est la morale ou l'éthique démocratique qu'on devrait avoir. Et ça, il ne faut jamais avoir un fil à la patte quand on fait de la politique. Il ne faut pas être prisonnier de son parti. Il faut être prisonnier de son éthique. Il faut donc vivre son éthique, mais pas être prisonnier des combines politiciennes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du copinage? On doit le comprendre comme ça? Il peut y avoir du copinage. Il peut y avoir aussi... Vous savez, les Vaudois, ils ne sont pas très courageux, hein, en général. Et donc, effectivement, on n'ose pas dire, etc. Et quand on n'ose pas dire et quand on fuit les problèmes, c'est qu'on provoque les problèmes. Vous savez, quand on fuit les conflits, c'est le meilleur moyen pour que le conflit s'amplifie. Et c'est un peu ce qui s'est passé. À la tête de l'administration, il y a un secrétaire municipal.
Est-ce que c'est lui qui aurait dû prendre sur lui et partir? Qu'est-ce que vous À la pensez? conférence de presse que nous avons tenue, il y avait M. Michel May qui était 20 ans municipal et qui disait on avait un secrétaire municipal qui a été aussi très longtemps en charge de secrétariat municipal, M. Cornu, qui connaissait tout, qui pouvait aussi corriger les choses, etc. Je l'ai vécu à l'État quand on a un chancelier qui est stable, qui connaît l'histoire, qui peut vous dire attention, là, il y a telle chose à faire, etc. Là, vous avez depuis 12 ans 7 secrétaires municipaux et adjoints secrétaires municipaux qui sont partis. Alors évidemment, ils ne sont pas là pour stabiliser les choses. Et alors, le conflit qu'il y a eu récemment avec le secrétaire municipal, moi, je ne le connais pas. La seule chose, c'est que j'ai vu qu'on n'a pas bien géré les choses parce que ce pauvre monsieur que j'ai croisé l'autre jour en me promenant, il est actuellement en burn-out et en congé maladie et je ne pense pas qu'on lui a rendu service. C'est une victime pour vous? Mais c'est une victime d'une mauvaise gestion des ressources humaines, oui. Mais alors, dans le conflit qu'il y avait, ça, je ne sais pas si c'était une victime ou pas. Enfin, le juge Muller semble avoir dit qu'il avait un rôle négatif. Mais quand vous recevez un rapport de ce type-là, vous devez vous élever au-dessus du rapport et après dire qu'est-ce qui est le mieux pour la commune, qu'est-ce qui est le mieux pour la commune et pour les personnes. Puis là, je pense que la municipalité a fait le mauvais choix. D'accord. Alors, ça fait tout de même un an que cette crise a débuté. Non, ça fait beaucoup plus. Oui, mais je veux dire qu'elle est rendue publique depuis si vous voulez, la oui. décision, Oui. l'exclusion Oui. d'Élise Bockel. Oui. Pourquoi ne pas être sorti du bois plus tôt? Parce qu'on espérait que les choses allaient se régler plus rapidement. D'abord, la justice a effectivement fait assez long avant d'acquitter Mme Bockel, parce que contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse et contrairement à ce qu'on peut entendre de la municipalité, ce n'est pas une clôture d'enquête. Un acquittement, si vous allez sur le site de la justice vaudoise, une ordonnance de classement, c'est un acquittement. Donc elle était acquittée. Alors ça a pris pas mal de temps, et puis on voit que ça continue. Donc ce qui a été dénoncé, ou ces lanceurs d'alerte, le chef des ressources humaines, qui est quand même un grand professionnel, d'après tout ce qu'on sait, on l'a écarté. Madame Bockel, on l'a écartée, à tort ou à raison, moi j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elle était en tout cas victime du fait qu'elle a expliqué les problèmes qui se posaient. Et puis il y a peut-être eu du copinage, comme vous disiez tout à l'heure, à l'intérieur de la municipalité, c'est possible. Mais quel est votre rôle dans tout ça, Claude Ruet? On l'a évoqué tout à l'heure, votre passé, on sait que vous êtes un homme d'expérience, vous avez les dents longues, vous savez aujourd'hui aussi jouer de la politique, vous savez utiliser certaines armes. Pourquoi, très franchement, jusqu'ici, on ne vous a pas entendu publiquement? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris position si vous aviez toutes ces choses-là en main? Pourquoi avoir attendu? Il y a des gens qui souffrent, vous l'avez soulevé. Oui. Pourquoi avoir attendu? Parce que la souffrance a été révélée de manière beaucoup plus forte depuis le début de la législature. Mais en revanche, si j'avais le papier avec moi, je vous montrerai une lettre que j'ai écrite à mon parti en 2019 en dénonçant cette valse des chefs de service, cette valse des cadres, et en disant « intervenez, posez des questions, etc. » Et j'espérais qu'ils soient capables de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et donc déjà en 2019. Cela dit, je suis ancien conseiller d'État en charge de la surveillance des communes. J'ai toujours dit « je n'interviens pas ». Donc je suis en charge dans la ville, bien entendu, je n'interviens pas. Et puis là, Philippe et moi, nous sommes tous les deux fils de municipaux, nous sommes amoureux de notre ville, et puis on se désespère en fait de voir qu'on n'en sort pas. Qu'est-ce que vous attendez de la Cour des comptes du canton de Vaud, exactement? Alors, je complète la réponse précédente, parce qu'une crise, c'est aussi l'occasion de rebondir. Et là, je vois qu'on ne rebondit pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut rebondir à la Cour des comptes, puisqu'on voit que, sur le plan interne, en tout cas pour l'instant, on fait appel à ce que les conseillers communaux et les municipaux fassent un retour sur eux-mêmes, qu'ils essayent de voir où est-ce qu'on a fait juste, où est-ce qu'on a fait faux. On ne fait jamais tout juste, on ne fait jamais tout faux. Refaire le match, c'est clair. Non, pas refaire le match, essayer de voir ce qu'on peut corriger pour l'avenir. C'est ce qu'on doit toujours faire. Ouais, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Ça veut dire que si aujourd'hui l'exécutif fait son mea culpa, qu'il dit voilà, j'ai fauté ici, là, ça suffit? On part vers... Non, bien sûr que non. Et voilà les mesures qu'on va prendre pour corriger cela. Éviter la centralisation du pouvoir, le répartir différemment, peut-être se répartir aussi des compétences différemment, et puis faire confiance aux chefs de service qui sont en responsabilité. Un chef des ressources humaines, ce n'est pas n'importe qui. Monsieur May, ce matin, qui a aussi une longue expérience de la municipalité, disait « Moi, disait-il, de toute ma carrière, je n'ai jamais donné un ordre à un chef de service, on a toujours discuté. On a toujours trouvé des solutions ensemble, et c'est comme ça qu'il faut conduire les choses. » Et je pense que c'est ça. Alors maintenant, la Cour des comptes, pour y revenir, puisqu'on ne trouve pas de solution à l'intérieur, la Cour des comptes, elle est intervenue dans une ville de Genève, dans un cas analogue.
Et elle a réussi à faire corriger les choses. Là, la Cour des comptes, la loi permet que n'importe qui, n'importe quel citoyen peut demander à la Cour des comptes de prendre le mandat de venir investiguer. Investiguer, ce n'est pas pour rechercher les fautes, c'est pour voir comment on fonctionne et comment on peut améliorer les choses et quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Et c'est un organe public, un organe d'État, un organe neutre qui est élu par le Grand Conseil et qui n'a pas un rôle politique partisan. Et si la Cour des comptes ne se saisit pas de ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, prochain épisode. Prochain épisode. Vous avez un plan B, hein? C'est ce que vous me dites? Non, c'est ce que je vous demande. Ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, on aimerait bien que la Cour des comptes puisse le faire, parce qu'effectivement, c'est un organe neutre et c'est un organe qui est intervenu dans différents endroits, hein, qui corrige comment fonctionne. Par exemple, intervenu sur la gestion des immeubles scolaires par les communes, en venant dire pourquoi est-ce que vous ne respectez pas assez le principe d'économie, le principe de durabilité, enfin, etc. Il y a quelques critères qu'applique la Cour des comptes, et ça permet de s'en sortir. Alors j'entends que vous jouez cette carte maintenant, mais il y a quand même une convention qui a été signée entre la municipalité et Lise Beukel. Cette convention a été faite aussi auprès du ministère public. On a l'impression, encore une fois, pardonnez-moi, hein, Philippe Classon, j'insiste, mais que c'est trop tard. Mais ça, c'est pas le problème. Oui, c'est pas le problème, parce que vraiment, cette gestion Beukel, c'est pas vraiment la chose qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que la municipalité puisse recommencer à fonctionner en ayant reconnu les erreurs qui ont été commises pendant les quelques années. Pour vous, c'est pas un problème qu'aujourd'hui on ait une élue en poste qui démissionne? Alors, bah oui, c'est un problème. Je l'ai dit, j'ai appelé ça qui perd gagne. Hein. Donc, parce que j'ai eu un autre titre dans la Côte qui était de dire vision d'irréel. Ça veut dire que vous demandez, vous avez perdu, hein, vous avez perdu, et puis vous demandez à celle qui a gagné de partir. C'est assez surréaliste quand même comme démarche. Donc là, c'est de nouveau la preuve du dysfonctionnement de la municipalité, c'est de ne pas arriver à trouver une solution qui permette de sortir de manière honnête de la crise. Parce que moi, ça me semble, vu de l'extérieur, je ne connais pas Mme Beukel personnellement, mais ça me semble quand même pas très logique que celle qui a gagné soit celle qui parte. Je reste quand même dans le flou pour en arriver rapidement au terme. Je vous laisse tout de suite la parole, Florian Cavalleri, mais pour arriver au terme, la solution de manière brève, alors c'est quoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans le flou. Hein. Moi, je suis dans le flou. On vous écoute. Non, mais on n'est pas dans le flou. On a des instruments internes de la ville qui ne fonctionnent pas, visiblement. Donc, on fait appel à des gens dont c'est le métier, la Cour des comptes, qui sont des magistrats élus par le Grand Conseil, qui sont un organe reconnu et qui vont, effectivement, s'ils peuvent prendre le mandat, venir voir ce qui se passe, venir dire quels sont les principes qu'il faut appliquer et quelles sont les mesures qu'il s'agit de faire. Et ça, ils peuvent avoir l'autorité sur la municipalité alors que personne d'autre peut le faire. Le Conseil d'État en tant que tel, il ne peut pas le faire parce qu'il ne s'occupe que de la légalité des interventions. Mais quand il s'agit de l'opportunité, il ne peut pas le faire alors que la Cour des comptes peut le faire. Alors ça, c'est pour, on va dire, le côté juridique, hein, mais oui, pratique aussi. Le temps politique est là actuellement, on se dirige vers des élections complémentaires. Est-ce que la réunion de ces 7 personnes qui sont tous des anciens membres du législatif ou de l'exécutif, est-ce que vous avez une visée électorale? Est-ce que le but, c'est de viser cette complémentaire? Est-ce que j'ose vous dire un gros mot? J'ai répondu à la journaliste de la Côte qui me posait cette question. Je dis, on s'en fout. Vraiment? Oui, mais bien sûr. Ça vous importe peu de savoir qui va rejoindre le collège? Oui, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un de compétent, ça c'est évident. Mais finalement, il faut laisser les partis se débrouiller. Et comme on est dans un jeu qui ne changera rien du tout, ce n'est pas une personne de plus ou de moins qui va changer l'équilibre de la municipalité. Donc, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt de faire ce retour sur soi-même, de faire son examen de conscience et de voir comment on peut changer les choses. S'ils ne le font pas, ils ne le font pas. Vous avez l'air vraiment détaché de ces élections complémentaires. Mais dites-moi quand même, vous allez les suivre avec intérêt? Non, même pas. Mais écoutez... Non, mais je crois qu'on a vraiment qu'une seule ambition. Ce n'est pas la nôtre, on n'a aucune ambition personnelle. C'est pour ça mais qu'on vous peut vous exposez... Oui, non, mais on s'est toujours exposé dans des tas d'autres choses. Donc, c'est qu'une fois de plus. Mais... Finalement, c'était un coup de gueule. Vous venez, vous faites votre coup de gueule, on s'en fout, on a mal à notre ville, mais voilà, on ne va pas suivre ces élections. C'est un coup de gueule pour dire cette ville va mal, cette ville, il faut qu'elle aille mieux. Le traitement qu'on propose, là c'est le côté médical, le traitement qu'on propose, et vous savez bien qu'un traitement, ça ne marche pas toujours. Alors c'est pour ça qu'on applique le traitement Cour des comptes, et puis si on voit que ça ne va pas, on essaiera de trouver d'autres idées et d'autres solutions. Donc, ce n'est pas l'élection qui va changer quoi que ce soit.
Ce n'est pas l'élection qui va changer quoi que ce soit. Ça sera une personne de plus dans un collège, qui est déjà très compact, si je puis dire. Et par conséquent, ce n'est pas ça qui va changer. Si ce n'est pas le collège qui fait cet effort et les conseillers communaux qui demandent au collège de faire l'effort, il n'y aura pas de changement. Claude Ruet, Philippe Glaçon, Florian Cavalieri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Merci à vous. Alexandre, on retourne à toi sur le lac. Donc, est-ce que tu vas pouvoir naviguer? Ohé. Eh ben, on va demander à Michael Sylvan. Bonjour Michael. Eh bien, vous êtes directeur et fondateur de cette société basée à Gland qui s'appelle eBoat et qui est concessionnaire notamment de ce type de bateau. Alors, présentez-moi, c'est quoi ce bateau? Alors là, on est sur un bateau européen. C'est un bateau suédois. C'est un bateau qui est produit en fait à 1 heure au sud de Stockholm. Et c'est un bateau électrique. C'est un bateau à 100% électrique. Ouais. Ça change quoi concrètement? Concrètement, on a beaucoup plus de couples, donc c'est très fun à naviguer, disons. Ouais. Et c'est beaucoup moins cher au niveau, au final, en pratique, donc par rapport à l'entretien et la consommation d'électricité en l'occurrence. Ouais. Alors vous dites, c'est vrai, sur le site de votre entreprise, vous rigolez de ça, vous dites c'est la Tesla des lacs. Là, on présente la Tesla des lacs parce qu'on a vraiment un bateau qui est au niveau des spécifications et puis au niveau de la performance et du prix qui est assez près en fait du thermique. Donc on est, je pense, à une des seules marques actuellement sur le marché en fait avec un bateau à un prix abordable, assez compétitif en fait en bateau thermique. Donc c'est pour ça que pour nous c'est la Tesla Model 3 du lac. Alors on va détailler tout ça. Vous m'emmenez? Volontiers, montez à bord. Ok. Alors on monte à bord. Par contre, on va quand même spécifier, Michael. Merci beaucoup. Voilà, allez-y, je vous suis. On va spécifier quand même aux téléspectateurs qu'on ne va pas pouvoir naviguer sur ce bateau. C'est-à-dire que là, il est au port de Rolle avant d'être présenté au Salon nautique de Genève ce week-end. Pourquoi est-ce qu'on ne navigue pas avec? Alors effectivement, il s'agit du dernier prototype sorti d'usine. Donc pour des raisons, disons, légales, on n'a pas le droit de naviguer avec le bateau au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais on est à 95% près du modèle qui sera produit et livré en avril l'année prochaine. D'accord. Alors concrètement, ça coûte combien un bateau comme celui-ci? Alors là, on est sur un bateau qui fait 6,5 mètres sur 2,25 mètres. Donc avec une cabine devant, une cabine assez spacieuse pour 2 personnes. Ouais. Et la possibilité de dormir sur l'arrière. Donc on a un prix en fait de 115 000 clés en main. Donc on prend tout ce qui est importation, les taxes, le transport, etc. Ouais. Okay. Et concrètement, on est combien au-dessus d'un même type de bateau, mais qui serait thermique? C'est difficile à dire parce qu'on est au-dessus des producteurs en fait qui font de la masse, qui produisent en masse. Donc forcément, on peut pas avoir les mêmes prix qu'eux. Mais je pense qu'on est entre 15 et 20% au-dessus. Ouais. D'un bateau thermique. Et au niveau justement de l'électricité, ça reste moins cher quand même que d'aller à la pompe à essence au port? Voilà, alors aujourd'hui c'est gratuit dans les ports. Mais comment ça se fait ça? Il n'y a pas, disons, les infrastructures possibles en fait de compter la consommation de chaque utilisateur du port. Mais forcément, c'est une question de temps que ça se développe et puis qu'on puisse au final avoir une facture d'électricité qui nous est propre. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai envie de naviguer sur le lac avec un bateau électrique, je peux le recharger gratuitement. Voilà, c'est la commune qui paye. C'est la commune qui paye. Bon, indirectement à travers les places de port. Ouais. Et si ça devenait payant, ce serait combien un plein C'est difficile à dire. Si on le charge, disons, à la maison, on va dire à 30-40 centimes par kilowatt, un plein entier coûterait entre 15 et 20 francs. 15 et 20 francs, donc ça reste moins cher qu'un plein à essence? Ça reste nettement moins cher qu'un plein à essence. Ça reste 4-5 fois moins cher qu'un plein à essence. D'accord. Sachant que ça permet en fait l'utilisation d'une après-midi entière. Ouais. Ça prend combien de temps à recharger un bateau électrique? Ça dépend forcément du type de prise qu'on a. Au jour d'aujourd'hui, ici par exemple à Rolle, on a une prise de 16 ampères, une prise monophasée, donc ça prend 15-16 heures pour charger le bateau. Donc on le laisse la nuit, quoi. Exact, ouais. Donc en fait, pendant la nuit, vous pouvez le réutiliser le lendemain. On en est où aujourd'hui dans ce marché-là? Alors c'est vrai que vous êtes le premier concessionnaire suisse romand, j'ai envie de dire. Un des premiers. Voilà, mais en Suisse romande, en tout cas, c'est vrai que c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on voit quand même quelques bateaux électriques sur le lac Léman. Vous pensez qu'il y en a combien à peu près? Je pense qu'on peut les compter, c'est quelques dizaines. Si on inclut après les bateaux à voile qui ont des moteurs d'appoint électriques, on est à plusieurs centaines. Mais de bateaux purement électriques, on en a quelques dizaines. Après des bateaux avec ce type de performance
qui est égal en fait au thermique. Hein. On fait du 60 km/h de vitesse de pointe. Ouais, j'allais vous demander justement, ça change quoi? Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu dans ce débat avec les voitures électriques, les voitures à essence, alors qui aujourd'hui est un peu devenu stérile, mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait, mais bah ouais, mais si on veut de la vitesse, si on veut faire de la course, bah la voiture à essence, ça reste mieux. Pour les bateaux, c'est quoi? Alors ça a beaucoup changé, hein, la voiture électrique. Oui, exactement. On fait de la Formule E aussi pour les bateaux. Alors c'est similaire dans le sens où on a beaucoup de couple, donc on a beaucoup de puissance et on a une autonomie en fait au jour d'aujourd'hui qui permet amplement de couvrir l'utilisation, surtout pour un lac au final. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, justement, avec la crise énergétique dont on parle aujourd'hui, j'imagine que pour une entreprise comme la vôtre, qui mise en fait sur le bateau électrique, ça vous fait peur? Alors non, ça ne me fait pas peur du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est passager, sans rentrer trop dans une discussion politique, disons. C'est quelque chose qui est passager et je pense qu'on a des solutions au jour d'aujourd'hui en fait de produire des énergies, de l'électricité surtout de façon on va dire verte pour mettre ça, mettre un thème dessus, qui va faire que augmenter dans le futur. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encourager ceux qui détiennent un bateau au port de passer à l'électrique? Quels sont vos arguments, si j'ose dire? Alors, économique, on a compris. Voilà. Alors après, il y a aussi une question d'entretien. On n'a pas l'entretien du moteur qu'on a sur un moteur thermique. Et après, il y a aussi le côté fun et il y a le côté silence. Ouais. Donc, c'est jusqu'à une dizaine de kilomètres/heure, c'est absolument silencieux. Il n'y a aucun bruit. Ah bah justement, tiens, vous l'allumez ce bateau? Parce que même si on ne peut pas bouger du port, peut-être juste l'allumer pour que... Là, on est allumé tout le temps, mais si on met un petit coup de gaz... Donc, d'accord. Ah oui, donc vraiment comme une voiture électrique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'entend rien du tout. C'est extrêmement réactif et on entend surtout en fait, l'hélice qui tourne et le bruit de l'eau. D'accord. Donc l'eau fait un peu trop de bruit dans un bateau électrique. Ouais. Fait un peu trop de bruit. Bon, je pense qu'en plateau, Andrea, vous n'avez rien entendu du tout parce que moi déjà, je n'entends pas grand-chose. Bon, Michael, merci beaucoup de m'avoir présenté ce bateau. Alors, vous serez donc au Salon Nautique de Genève. Le but, c'est de proposer ces bateaux qui viennent de Suède, on l'aura compris. Exact, ouais. Donc, c'est des bateaux de Suède avec au cœur un moteur suisse, des batteries autrichiennes. On est en liège au lieu de tech. Oui, c'est du liège là, qui est partout, au sol, près du tableau de bord. C'est du liège. Donc, effectivement, de e-boat, la société est au Salon Nautique avec ce bateau, en l'occurrence. Et c'est des bateaux qu'on vend actuellement et qu'on livre en mars, avril l'année prochaine. D'accord. Et je vous remercie beaucoup, Michael. Et puis à bientôt. Bon, tant pis pour le petit tour en bateau, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant à voir. Et puis, il y a ce côté assez spacieux et puis moderne, Andrea, surtout. Alexandre, j'avais une petite question. On a souvent entendu dire du côté de la nautique qu'aujourd'hui, il y avait Aujourd'hui, il y avait un savoir-faire qui se perdait, des gens qui construisaient peut-être des bateaux. Là, aujourd'hui, c'est un créneau à prendre, comme tu viens de nous le montrer. Si on prend l'exemple, par exemple, des panneaux photovoltaïques, il y a des places d'apprentissage qui se créent, des nouveaux emplois, une nouvelle formation. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que ton invité ressent aussi qu'aujourd'hui, ça laisse de la place pour peut-être de nouveaux apprentissages et de nouveaux métiers? Ah oui, Michael, une question de ma collègue Andrea. Est-ce que le marché, justement, du bateau électrique crée aussi de nouveaux emplois avec des nouvelles manières de faire, notamment chez les constructeurs et autres? Alors, forcément, chez les constructeurs, là, je pense qu'ils créent beaucoup de nouvelles... on a des nouveaux corps de métier, forcément, qui doivent être intégrés dans ces grandes entreprises de construction navale. Donc clairement, ça crée de l'emploi. Ouais. Et puis c'est vrai, j'ai oublié de le spécifier aussi, mais il y a déjà des marques de bateaux qui créent leurs bateaux électriques. Et puis là, la différence, c'est que votre entreprise va créer que de l'électrique. Voilà, donc nous on mise en fait sur les marques qui font du bateau électrique à la base, donc qui construisent tout le bateau pour en faire un bateau électrique. Et pas de reconversion thermique électrique. Ouais. Bon, voilà, Andrea, si tu as envie de devenir, je sais pas, si tu veux construire des moteurs électriques de bateaux, voilà, il y a des places à prendre, tu auras compris. Ouais, pourquoi pas, changer de carrière ou pas. Bon, voilà, c'était juste la question est ouverte. Merci beaucoup, Alexandre. Très belle journée à toi. On ouvre à présent une page de sport avec nos prochains invités. Fabienne Minder-Dici, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes responsable d'équipe pour le VBC La Côte. Avec nous également Éric Payot, vous êtes le responsable mouvement junior du VBC La Côte. On prend donc des nouvelles du volley club de La Côte, dont l'équipe féminine F2 a démarré sa nouvelle saison pour la première fois en 2e ligue. La responsable d'équipe et le responsables du mouvement junior sont avec nous. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être là. Éric Payot, ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas reçu sur ce plateau. Comment se porte déjà de manière générale le volley club de La Côte? Le club se porte très bien.
Tellement bien qu'on doit refuser du monde, parce qu'on n'a plus les capacités pour accueillir de nouveaux membres. On fait des nouvelles sélections maintenant à Pâques pour avoir le temps de voir les jeunes correctement et les préparer au mieux pour les saisons. Ouais, cette cote de popularité de ce sport, comment est-ce qu'on l'explique? Un sport convivial, très peu de contact, bonne humeur, c'est vraiment qui apporte plein de choses positives. Ouais, alors on peut par exemple citer le foot, ou peut-être qu'il y a cet aspect compétitif, même si ça reste un sport d'équipe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être après le Covid, ça a donné un engouement où on a vraiment envie de faire les choses ensemble et en équipe? Est-ce que ça, vous avez senti qu'il y a eu peut-être un impact? Alors je pense qu'avec le Covid, il y a des jeunes qui ont retrouvé l'envie de venir faire du sport, ça c'est clair. Après, nous, on a un autre... on dit toujours que traîner trop devant la télé, c'est pas forcément une bonne chose, mais il y a un manga qui marche bien actuellement, qui est sur le thème du volley. Et quand on pose la question aux jeunes pourquoi ils viennent, on a quand même beaucoup de jeunes qui viennent grâce ou à cause de ce manga IQ. Vous vous souvenez du nom? IQ, sur Netflix. Voilà. Donc voilà. Pour nous, tant mieux, on profite. Et puis on va regarder ce que ça va donner après au niveau des résultats, quoi. Ouais, c'est très sympa cette petite anecdote. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, il y a carrément des passes IQ qu'on essaye de reproduire peut-être en volley? Ça se crée dans votre club? Alors, ça reste du manga, donc de toute façon c'est exagéré, mais voilà, en tout cas ça leur donne envie d'essayer. Et voilà, sur une volée qui est rentrée il y a 2 ans, quand je posais la question aux 15 garçons, il y en avait 13 qui étaient là grâce à ce manga. Donc vraiment, tout d'un coup, une popularité qui était grandissante. Et puis nous, on va profiter de ça. On va pas s'en plaindre. C'est vrai. Fabienne, vous disiez, je le disais tout à l'heure, que les filles ont démarré leur première saison en 2e ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont au niveau? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler, j'imagine? Sur quels aspects est-ce que vous le faites? Alors, c'est pas tout à fait la première fois qu'on est en 2e ligue. On a déjà été en 2e ligue il y a 3 ans. On a été relégués assez rapidement et on a réussi à reconstruire une équipe juste avant Covid avec des nouvelles joueuses qui, l'année passée, a bien pris. Et là, on a fait une super saison l'année passée avec que des victoires. Et là, ce début de saison démarre plutôt bien. On est assez contente. On a encore beaucoup de choses à travailler, mais on a déjà bien progressé. Ouais, sur quels aspects vous travaillez? Sur technique, beaucoup de technique. On a justement un bel encadrement avec 2 coachs maintenant. Christian Pierre Imbert et Sarah von Roy. Et franchement, on a de l'expérience, de la nouveauté et technique principalement, tactique aussi, où on doit jouer maintenant un peu plus rapidement. Ouais, Sarah, une ancienne joueuse professionnelle, aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu le mentor de cette équipe? Un mentor, un exemple, pour certaines jeunes, je pense une idole peut-être aussi, mais qui nous apporte énormément. Et beaucoup de positivisme, de la bonne humeur, vraiment toujours de sourire. Ouais. Eric, c'est vrai que dans la région, on dit souvent que les clubs comptent sur la jeunesse. On mise toujours beaucoup sur peut-être de nouveaux espoirs pour pouvoir créer aussi ces jeunes. Comment ça se passe chez vous, ce mouvement junior? Alors donc, comme je disais, le mouvement junior se porte bien. Ce week-end, on a eu des détections de talent qu'on a été faire à Lausanne. On a 2 filles qui sont pas loin de recevoir une carte de talent pour pouvoir rentrer au gymnase sportif. Donc, des détections de talent, c'est quoi? Expliquez-nous. Détection de talent, en gros, c'est Suisse Volley qui nous envoie des consignes sur certains critères physiques, techniques, anthropométriques qui rentrent en condition. Et puis après, ils ont toute une série de calculs qui va donner une note. Et en fonction de la note, le junior va recevoir sa carte de talent ou pas, soit sans concession, soit avec peut-être des entraînements supplémentaires à voir pour est-ce qu'on donne la carte de talent ou pas. Et puis après, ces cartes de talent vont donner accès au gymnase sportif. Ouais, est-ce qu'il y a un nombre limité de ces cartes-là? Les classes de gymnase sportif sont de 20 élèves pour le canton. Oui, 20 élèves, c'est intéressant. Vous nous disiez qu'il y avait aujourd'hui un engouement pour ce sport. La question, du coup, comment continuer à le faire grandir? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un 2e club du volley sur la côte? On avait 2 clubs jusqu'en 2000, VBC Gland et VBC Nyon, qui ont fusionné pour donner cette entité VBC La Côte qui nous permet d'avoir un plus gros panel. On est le plus gros club du canton, joliment. Il y avait Chezeaux qui a beaucoup d'équipes, mais cette année, on a 6 équipes adultes et 8 équipes de jeunes. Donc, conséquent. Ça nous donne beaucoup de travail pour gérer tout ça.
Et puis, on est le plus gros club entre Lausanne et Genève. Ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement recréer un deuxième pour peut-être pouvoir diversifier, répartir les choses mieux autrement? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un aspect pyramide, avec la deuxième ligue chez les filles comme point d'orgue, avec une volonté, pourquoi pas, de monter en première ligue. Chez les garçons, on a eu une première ligue pendant 5 ans. Au moment où je me suis retiré du poste d'entraîneur, l'équipe est redescendue en deuxième ligue. Et puis maintenant, on commence à avoir de nouveau des jeunes. On a 4, 5, 6 jeunes qui remontent avec la deuxième ligue. Chez les filles, ça va venir pour la deuxième moitié de saison ou l'année prochaine, d'avoir des petites qui montent dans cette équipe. Ouais, pour les dates, Fabienne, justement, pour les filles, déjà, qu'est-ce qu'on peut annoncer prochainement? Un match vendredi. Contre une équipe plutôt haut du classement. Donc là, on va aussi voir ce qu'on vaut aussi avec ce genre d'équipe. Et puis on aura la Coupe vaudoise qui continue pour un deuxième tour fin novembre, le 24 novembre, où là, on espère continuer dans cette coupe. Ouais, et nous ramener aussi une coupe, ça on aime bien toujours sur le plateau. Eric, pour terminer, les prochaines dates à annoncer pour le club, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, globalement, tous les vendredis, il y a des matchs à domicile de nos différentes équipes. En début de soirée, c'est les juniors, 19h. Et après, à 21h, on a les adultes. On a un tournoi du club début décembre, où là, c'est plutôt l'aspect convivial à l'intérieur du club, pour que les générations se croisent et se rencontrent et qu'on continue à garder cet aspect club, familial, convivial. Eric, Fabienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et puis salutations à tout le club, le Volley Club La Côte. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. On termine cette émission sur scène avec le Théâtre Amateur de Prangin qui fête cette année son 60e anniversaire, 60 ans d'activité plutôt, avec Loin du bal de Valérie Poirier, mis en scène par Nathalie Coenet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci beaucoup. C'est un spectacle à voir du 11 au 26 novembre au Morettes à Prangin. Alors déjà, parlez-nous de Loin du bal. Quel est le pitch du spectacle en quelques mots? Alors, Loin du bal est une pièce écrite en 2009 par Valérie Poirier. Donc, ça se passe dans un EMS, d'où le titre Loin du bal. Et dans cet EMS arrive, alors avec des personnages hauts en couleur, je tiens à dire tout de suite que les personnes âgées dans l'écriture sont plus jeunes et sont plus impertinentes que les jeunes de la pièce, mais ça c'est très important. Et dans cet EMS arrive un jeune homme, 40 ans, la quarantaine, enfin jeune, qui vient chercher son père qu'il n'a jamais connu. Et là-dessus, il y a des quiproquos, c'est-à-dire que le père n'est plus là. Il ne l'a jamais connu et il y a quelqu'un, enfin ils décident tous en fait de lui mentir. Et il y en a un, enfin le jeune homme dit, est-ce que c'est lui mon père? C'est lui? Et non, enfin oui, c'est moi. Et à partir de ce moment-là, commence le quiproquo et tout le monde y participe, non pas pour mentir, non pas par malveillance, mais juste parce que ça leur fait une bouffée d'air frais dans cet EMS. Voilà. Donc c'est ça un peu le pitch. D'accord. On va danser à ce bal, j'imagine, Nathalie. Est-ce que pour vous, c'est la première fois avec qui vous travaillez justement avec cette troupe? Parce qu'on sait que c'est une troupe amateur, mais est-ce que c'est la première fois avec qui vous travaillez et comment ça se passe du coup? Ça se passe très bien. Depuis une vingtaine d'années, je suis professionnelle, mais je fais régulièrement des spectacles avec des troupes amateurs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'était une proposition du Théâtre de la Comédie à Genève de faire une troupe amateur dans le cadre professionnel. Et maintenant, je continue avec le Théâtre de Carouge à Genève. J'aime beaucoup. J'ai l'impression de faire mon métier et j'aime beaucoup parce que humainement, amateur, c'est aimer, c'est des gens qui aiment. Humainement, on se retrouve avec des groupes, avec des gens qui ont des métiers totalement différents, des vies totalement différentes. Et grâce au théâtre, ils se retrouvent et on fait quelque chose en commun. Et humainement, il y a des rencontres extraordinaires. Et entre eux aussi, évidemment. Et j'aime ça. Amateur qui aime, vous dites, c'est quelque chose de très joli. Et puis, à l'inverse, il y a cette image où les gens se disent parfois, c'est amateur, du coup, il n'y a pas le niveau. Vous répondez quoi? Pas le niveau de quoi? Ces amateurs-là n'ont pas le niveau d'être sur scène comme des professionnels, qu'ils n'ont pas la légitimité d'eux. Vous répondez quoi? Alors amateurs, c'est pas des professionnels, ça c'est sûr. Le niveau est différent, mais c'est autre chose. Moi, j'essaye toujours. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette pièce. Je trouve que
il faut rendre accessible au public les spectacles amateurs, mais il faut aussi y mettre une certaine exigence. C'est-à-dire que des fois, on choisit des pièces, enfin ça c'est mon créneau, c'est-à-dire que je veux quand même une certaine exigence de texte et de niveau, et en même temps, il faut que ça soit accessible pour le public et pour eux, pour qu'ils aient du plaisir à jouer. Donc quand on choisit des pièces avec les amateurs, en tout cas moi, j'essaye toujours qu'il y ait ce va-et-vient, cette rencontre aussi. D'accord, donc en tant que metteur en scène, vous êtes intransigeante sur le texte, si je comprends bien, mais sur quels aspects est-ce que vous travaillez? J'imagine que vous adaptez aussi aux personnes que vous avez face à vous, à ces rencontres-là. Sur quels aspects vous avez voulu travailler avec cette troupe amateur de Prangin? J'adapte pas le texte. En fait, c'est toute la difficulté. Le texte reste comme il est, mais j'imagine qu'il y a des choses que vous voulez mettre en scène, certains aspects que vous adaptez aux personnes que vous avez en face de vous. Tiens, va chercher ça, va chercher ci, joue plus là-dessus. J'imagine que ça se construit avec les gens avec qui l'on a. Sur quels aspects vous avez voulu justement jouer avec cette rencontre que vous avez faite avec cette troupe? Alors, comme c'est des personnes âgées, et il se trouve que certains comédiens ne sont pas âgés, pour jouer. Donc il fallait faire tout un travail de composition, de marcher plus lentement, des choses comme ça, mais tout en restant sincère. C'est la sincérité, parce que je crois qu'il ne faut jamais se moquer des personnages. Il faut toujours aller dans quelque chose de sincère et profond. Donc c'était toute la difficulté de ne pas se moquer de ces personnes âgées. Il ne faut jamais se moquer de son personnage. C'est du premier degré. Donc j'ai travaillé là-dessus, sur le rythme aussi, beaucoup, sur l'énergie, sur les intentions. Enfin, ça c'est un peu du jargon, hein. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à parler? Qu'est-ce qui fait qu'ils montent sur scène, qui se trouvent dans cette situation? Et voilà. Mais juste pour dire... Dans le milieu professionnel, je prends une pièce et je choisis des acteurs. Là, c'est l'inverse, j'arrive, il y a une troupe. Donc, j'ai dû réfléchir à trouver une pièce qui leur corresponde. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Loin du bal. Ouais, ça va peut-être plaire aux proches, justement. Ils en sauront plus, justement, sur ces comédiens-là. Nathalie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Ça s'appelle Loin du bal et c'est à voir au Morette à Prangin du 11 au 26 novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle suite de programmes.